Alors pour une formation finale qui portera sur une réflexion collective sur justement les stratégies collectives face à tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Alors j'ai oublié de me présenter, mais pour la table ronde, ça sera peut-être plus simple. Moi, je m'appelle Diane, donc si vous voulez, tout à l'heure, et je ferai l'animation avec Bruno, donc du collectif. On va commencer avec Amnesty International, qui est représenté par Anne-Sophie Saint-Père. Donc voilà, on ira après du côté de l'ACAT France, qui n'ont pas fait des interventions dans le cadre de la journée, mais qui sont bien présents ce soir pour cette réflexion et pour présenter leur propre forme de lutte aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser la parole parce que c'est surtout eux qu'on a envie d'entendre. Bonjour, merci pour l'invitation au collectif, à tous ceux et celles qui sont là sur Twitch. C'est une longue journée, donc j'espère qu'on va rester tous un petit peu en forme pour cette dernière session et discuter de solutions constructives. Donc moi, je suis chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Je travaille, entre autres choses, sur la question des violences policières, mais également du droit de manifester. Amnesty International, l'idée, c'est de défendre le fait que toute personne puisse bénéficier des droits humains fondamentaux, notamment ceux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ça peut paraître un peu déconnecté de la réalité et un peu utopique par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Moi, je trouve pas que les droits humains ce soit quelque chose de déconnecté et d'utopique. Si on reprend à la base, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une réponse aux abus de la monarchie absolue. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui a été adopté en réponse aux actes de barbarie commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y a rien d'utopique ou de déconnecté de la réalité. Au contraire, ce sont des réponses à ce qui a pu se passer de plus terrible dans la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas renoncer à ces textes-là et au fait qu'ils soient mis en œuvre dans tous les pays, dans les pays qui ont signé et ratifié des traités internationaux, notamment la France, qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international pour les droits civils et politiques. Alors pourquoi les violences policières sont des questions de droits humains ? Parce que les violences policières, ce sont des violations du droit à la vie, dans le pire des cas, mais également du droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, du droit à ne pas subir de torture, du droit à ne pas subir de discrimination, et dans certains cas, du droit à la liberté d'expression, du droit de manifester quand ces violences s'exercent contre des groupes parce qu'ils sont descendus dans la rue pour émettre des revendications. Donc c'est vraiment un sujet au cœur de la question des droits humains, sur lequel on travaille partout dans le monde, pas seulement en France. Si vous aimez la police française, je vous conseille d'aller regarder ce qui se passe au Nigeria, parce que la police, ce sont des représentants de l'État. L'État a des obligations en matière de droits humains, donc les actions de la police doivent respecter les droits humains. Par ailleurs, les agents chargés de l'application des lois ont aussi l'obligation de protéger et faciliter l'exercice des droits humains par toutes et tous dans tous les pays. Ça, c'est en droit international. Ça paraît utopique, mais encore une fois, c'est important. Que dit le droit international sur l'usage de la force ? Les agents chargés de l'application des lois en droit international, je me base sur les principes de base des Nations Unies sur l'usage de la force, ils ont le droit, dans certains cas, d'utiliser la force. Il faut que ce soit légal, encadré par la loi. Donc il faut qu'il y ait des textes, il faut que ce soit légitime. Pour vous donner un exemple, utiliser la force pour empêcher une violence contre une autre personne, c'est légitime. Utiliser la force pour se venger, ça n'est pas légitime. Il faut que ce soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut que d'autres moyens que la force ait été tentée avant de recourir à la force. C'est assez important, notamment dans certains cas où il y a vraiment aucune communication avant l'utilisation de la force. Il faut que ce soit proportionné. Donc, en droit international, la proportionnalité, ça va être mesurer les effets négatifs de l'usage de la force par rapport aux effets positifs qu'on essaye d'atteindre. Si par exemple l'effet positif qu'on essaye d'atteindre, c'est d'arrêter de casser une vitrine, prendre le risque de blesser physiquement une personne, ça va être disproportionné. En revanche, si une personne s'apprête à commettre un meurtre, on peut prendre le risque de la blesser physiquement parce qu'elle-même risque de porter atteinte de manière grave et imminente à la vie d'une autre personne. Et un dernier principe en droit international, c'est la question de la responsabilité.
puisque s'il n'y a pas de responsabilité pour des violations des droits, ces droits sont inopérants. Donc s'il n'y a pas de responsabilité pour des violations du droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, ce droit va être considéré comme étant inopérant et pas mis en place, pas protégé par l'État. L'usage de la force par les agents chargés de l'application des lois, c'est très très différent de ce qui se passe dans les questions militaires. On a parlé très longtemps là ce matin de la militarisation du maintien de l'ordre. C'est très dangereux de mélanger les deux parce qu'en fait le droit militaire, le droit de la guerre, c'est totalement différent. En guerre, le droit international, on peut tuer et on peut chercher à faire un maximum de dommages. Le maintien de l'ordre, c'est exactement l'inverse. Il faut chercher à faire le minimum d'impact et réduire les violences. Donc c'est l'inverse de la guerre, donc ce n'est pas du tout le même droit qui va s'appliquer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là, Amnesty International ? On travaille dans de très nombreux pays, y compris en France, puisque comme on l'a vu, il y a des sujets d'inquiétude sur des atteintes aux droits humains en France du fait de la police ou de la gendarmerie. C'est prouvé par tout ce qu'on a vu, même et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été condamnée 5 fois sur ce type de sujet depuis 2017, et dans un cas, elle a évité une condamnation en versant des indemnités à la famille avant que ça n'aille jusqu'à l'audience. Donc Amnesty International, nous on a un travail de recherche, de documentation des faits, puis de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour essayer de changer les pratiques et les législations, et d'information et de mobilisation du public pour faire pression pour que la France respecte ses obligations en matière de droit international. Dans ces dernières années, alors en 2005, en 2009 et en 2011, on a sorti 3 rapports sur la question de l'impunité des forces de l'ordre en France pour des cas de violences policières. C'était essentiellement des cas de violence dans les quartiers populaires qui visaient majoritairement des personnes racisées. C'était pas sur des questions d'armes mutilantes, c'était principalement des questions d'interpellation, de conditions en détention, avec d'utilisation de plaquage ventral, de pliage, enfin de techniques d'immobilisation qu'on considère comme extrêmement dangereuses. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des violences policières en manifestation. Alors particulièrement avec 2016, le mouvement contre la loi travail, on a commencé à documenter des cas d'usage excessif de la force, notamment d'ailleurs le cas de Laurent, mais aussi de journalistes et d'autres manifestants qui ont été blessés à cette occasion. Et puis évidemment, avec dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Alors dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, on a aussi pas mal travaillé sur les arrestations de manifestants. Donc c'est pas directement les violences, enfin c'est des violences moins visibles puisque c'est le déplacement en garde à vue, mais ça dit quelque chose aussi du maintien de l'ordre, puisque le fait d'avoir des stratégies d'interpellation, ça va à l'inverse des stratégies de mise à distance entre la police et la foule, puisque la police pour interpeller va au contact de la foule. Donc c'est aussi ce qui a entraîné des changements dans les stratégies de maintien de l'ordre. Du coup, tout ça nous a un peu éloigné de la question des armes mutilantes, mais on travaille aussi dessus. Reste que ce qu'on fait, ça va être beaucoup plus large. On questionne vraiment les stratégies de maintien de l'ordre au sens large, la question du respect du droit international. On a des positions sur les armes susceptibles de mutiler, sur les LBD, les grenades de désencerclement, les grenades à effet de souffle. Pour nous, les grenades de désencerclement, les grenades assourdissantes, explosives, ce sont des armes qui sont intrinsèquement contraires au droit international, puisque leurs effets sont par nature disproportionnés, touchent les personnes de manière indiscriminée. On ne peut pas savoir où va atterrir le plot qui est envoyé par la grenade de désencerclement. Et par ailleurs, il existe beaucoup d'autres méthodes pour disperser une foule. Il y a des grenades lacrymogènes qui vont être beaucoup moins dangereuses pour les personnes. Il y a aussi des impacts opérationnels qui sont complètement, des objectifs opérationnels qui sont complètement contradictoires. Si on prend une grenade lacrymogène assourdissante, le lacrymogène vise à disperser les personnes, mais l'effet assourdissant va les désorienter. Donc en fait, on peut pas demander à des personnes de se disperser en les désorientant en même temps. Donc on demande l'interdiction de ce type d'armes. Pour le LBD, on a été plus embêtés parce que, encore une fois, on travaille dans le monde entier. Il y a beaucoup de polices dans le monde qui utilisent beaucoup les armes à feu. Et si elles pouvaient utiliser le LBD, dans certains cas, on trouverait ça mieux. Reste que, vu la situation et le nombre de blessés extrêmement graves en France, en 2019, on a demandé une suspension de l'usage des lanceurs de balles de défense. Pour faire un point sur une étude indépendante sur leur impact, leur utilisation, leur fiabilité, et envisager de nouvelles règles d'usage, puisque de toute façon,
aujourd'hui, elles causent beaucoup trop de blessures, y compris des blessures extrêmement graves. Ils causent, puisque ce sont des lanceurs. Donc voilà où on en est sur les armes mutilantes. Je vais laisser la parole à ma collègue de l'ACAT pour qu'on n'ait pas rentrer forcément dans ce qu'on peut faire, puisque je pense que c'est l'objet de la discussion après. Mais juste parce que je trouve ça un peu amusant, sachez que j'ai un membre de notre conseil d'administration qui est à Marseille, donc pas si loin que ça, au Festival Delta aujourd'hui, en train de défendre notre demande d'interdiction des armes mutilantes dans le cadre de ce festival, et ensuite la demande devrait être portée par plein de jeunes dans la région. Donc ça fait partie des multiples actions qu'on a de mobilisation. On travaille beaucoup avec nos groupes locaux, avec d'autres organisations, des festivals. On essaye d'être un peu partout pour porter ces demandes et essayer que ça diffuse au-delà des personnes qui ont été directement concernées, directement impactées, y compris à l'étranger, puisqu'on travaille, on est un mouvement international, donc on travaille aussi avec des sections un peu partout dans le monde. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je suis Émilie Schmitt et je suis chargée de plaidoyer au sein de l'ACAT France. Je vais essayer de ne pas trop répéter parce que c'était une très belle présentation, très bonne présentation. L'ACAT France, c'est tout comme Amnesty une association de droits humains qui défend les droits humains. Mais nous, on a une petite spécificité au niveau de notre mandat. On a le projet peut-être utopique d'abolir toute forme de torture, donc en France ou dans le monde entier. Et moi, j'interviens aujourd'hui en tant que responsable du programme France. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse plus particulièrement à la question des forces de l'ordre. Parce que oui, nos forces de l'ordre aujourd'hui, avec notamment leur armement, leurs gestes techniques professionnels, leurs interventions peuvent causer des mauvais traitements qui peuvent être qualifiés de traitements inhumains et dégradants, voire même parfois de torture. Donc au niveau international, la France a déjà été épinglée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous, on intervient sur ce point. Que dire pour éviter de répéter. Donc nous, on se positionne vis-à-vis du droit international, en particulier, donc DUDH et CEDH, pour demander à ce que nos forces de l'ordre soient plus respectueux et l'État soit plus respectueux de ses engagements internationaux, pour qu'il y ait un réel contrôle de nos forces de l'ordre, qui aujourd'hui, on l'a bien vu, n'est pas vraiment effectif quand on voit l'impunité qui ressort de tous ces événements. Tout comme Amnesty, on a plusieurs éléments, plusieurs actions possibles. Donc un plaidoyer institutionnel, des rencontres avec des associations, des collectifs. On aimerait pouvoir développer un maximum ce travail inter-asso qui pêche peut-être un petit peu sur ces sujets. Nous, c'est pour ça également qu'on est très heureux d'être présents aujourd'hui et de pouvoir représenter l'ACAT, parce que c'est très bien de pouvoir parler entre nous en tant qu'association, mais c'est également très intéressant d'avoir le point de vue d'associations, de collectifs, de blessés, de victimes, de proches de victimes. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et, merci beaucoup pour cette invitation encore une fois. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ce que je vous présente, c'est Éric Mirguet, qui est le directeur de notre pôle plaidoyer chez ACAT France et qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà. Bon, merci, c'est parfait, puisque c'est juste, on est là justement pour décloisonner nos interventions, nos luttes, pour que nos collectifs travaillent ensemble et trouvent des solutions ensemble. Tout à l'heure, Ariel Alemi a dit qu'il y avait plusieurs angles de lutte. Eh ben peut-être maintenant, c'est en faire un faisceau et faire que ce soit efficace ensemble. Donc on a pratiquement toutes les organisations qui sont intervenues dans la journée autour de la table, peut-être la table virtuelle. L'objectif là, c'était que si au fil de la journée des choses vous avez dit tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien effectivement discuter un peu plus avec les blessés, d'autres.
C'est l'objectif. Si vous avez des propositions, des pistes ou déjà les modalités que vous utilisez aujourd'hui, comment vous pourriez les élargir à d'autres pour qu'on arrive à cette interdiction de ces armes qui est déjà une première étape qui nous semblait, nous, accessible, pour ensuite envisager autre chose, mais on va faire les choses par étapes. Donc, il y a Mélanie. Merci. Moi, je voudrais perquise un peu le Twitch et profiter, parce que je pense que il y a des élus, la NUPES, qui doivent regarder. Du coup, vous, messieurs, mesdames, les députés, vous avez le droit de rentrer dans les commissariats et de vous asseoir pour vous assurer que les gardes à vue se passent bien. Vous avez le droit de rentrer dans les prisons et de vous assurer que ça se passe bien. Donc, c'est un geste que vous pouvez faire de temps à autre, à l'imprévu, à l'improviste, et dans les cras, pardon. Oui, tous les lieux d'enfermement. Voilà. Donc voilà, je perquise juste ça. Est-ce que c'est une solution? J'en sais rien. Mais messieurs qui avaient parlé d'indemniser les gilets jaunes, les blessés, les mutilés, nous les blessés, les mutilés, on vous demande, s'il vous plaît, de rentrer dans les gardes à vue pour voir comment ça se passe. On vous demande de rentrer dans les cras pour voir comment ça se passe, de rentrer dans les prisons pour voir comment ça se passe, parce que nos frères et nos sœurs sont en train de claquer là-dedans. Et donc, pardon d'avoir, mais voilà. Non, mais... Tu veux intervenir ? Oui, l'objectif, c'était de faire un tour, un petit récapitulatif chacun de ce qu'il fait et puis de comment ça peut s'articuler avec ce que fait le voisin, en fait. Oui, du coup, je vais parler vite fait de Désarmons-les. On s'était constitué en 2012 avec un premier objectif qui était assez simple, c'était de sensibiliser. Donc ça fait maintenant des années qu'on le fait, et notamment on avait commencé par une brochure qui a été remise à jour avec les années, donc c'est cette brochure-là, sur les armements du maintien de l'ordre, qui s'est déclinée en 3 brochures aujourd'hui. Une qui est plus une brochure qu'on va dire médique, qui donne un peu un aperçu sur les blessures et les moyens de soigner les blessures. Et on a fait aussi une brochure sur les conseils pratiques aux blessés et à leurs proches. Ça inclut aussi, en fait, on l'a intitulé comme ça, mais c'est aussi les conseils pratiques envers les personnes victimes de violences policières de manière générale, dont les proches de personnes assassinées. C'est un peu un guide. Donc ça, c'était un peu notre premier travail. Et puis, on a commencé à faire des interventions publiques. On a fait des vidéos puis qui présentaient les armements, etc., etc. On a fait pas mal de conférences comme ici, d'interventions depuis des années. Aujourd'hui, on fait des autocollants. Il y a des autocollants aussi. Donc, c'est un peu sur... nous, on est un collectif aussi, on s'assume comme un collectif abolitionniste de la police. Donc, en fait, quand on parle de désarmement, c'est un désarmement total jusqu'à la main du policier, jusqu'au policier lui-même. C'est le désarmement dans la logique policière. Donc, on a un autocollant pour tout, en fait. On veut tout abolir. Donc, on veut qu'il n'y ait plus de pénarmes, on veut qu'il n'y ait plus de LBD, on veut qu'il n'y ait plus de grenades, on veut qu'il n'y ait plus de lacrymo, on veut que ça cesse les clés d'étranglement, que le permis de tuer soit aboli, que le pliage cesse, que le plaquage ventral cesse. Voilà. Donc, on veut tout simplement que les policiers n'aient plus de moyens. Et c'est, en fait, notre action, elle est essentiellement propagandiste, il faut le dire. Elle est engagée politiquement, elle est plutôt radicale, mais parce qu'on a justement, et je pense que nos interventions respectives aujourd'hui ont montré qu'on a traversé un peu toutes les procédures judiciaires, on a traversé les procédures pénales, on a traversé les procédures administratives, on s'est confronté au refus d'indemnisation, on s'est confronté à un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a un paysage qui se restreint à un paysage politique de quelles sont les possibilités aujourd'hui pour nous, je vais dire ça plus simplement, c'est de construire un rapport de force. Un rapport de force qui permette réellement d'infléchir sur tous les points. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous aussi de fonctionner avec des ONG, avec des organisations, des associations qui ne sont pas sur la même ligne politique que nous, c'est-à-dire qui ne sont pas abolitionnistes, qui sont pas, qui ne vont pas forcément assumer les mêmes positions radicales, parce que c'est quand même assez difficile de les assumer dans l'espace public aujourd'hui, parce que en fait, tout simplement, on a tous en fait des approches, on a des stratégies qui font que en fait, combinés, on peut on peut échanger, on peut partager ces moyens-là, et surtout, on l'a évoqué, je pense qu'il y a un enjeu de formation qui est aussi important. Comment est-ce qu'on met en place des structures qui permettent de former, de faire des sessions de une semaine ou un week-end de formation avec des intervenants des différents
des différents pôles qui peuvent intervenir sur les différentes questions. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, qu'on pourrait mettre en place. Tu vas en parler, mais il y a la question de la contre-enquête qu'on a quand même pas mal abordée aujourd'hui, qui est aussi un moyen que nous, en tant que collectif, avec un collectif annexe, une association qu'on a constituée, on va aborder cette question-là, des nouveaux moyens pour les familles de victimes, les premiers concernés, de se réapproprier les moyens de l'enquête. Il y a plein de choses qui restent à faire. Là, on pense aussi à faire des modules vidéo, des espèces de capsules vidéo sur les techniques d'immobilisation, sur le permis de tuer. On a déjà fait des capsules vidéo sur les armes, mais il faut qu'on fasse des capsules qui sont plus interactives, qui font moins de 10 minutes pour pouvoir les transmettre sur les réseaux sociaux. On n'est pas très bon en communication sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi, il y a pas mal d'enjeux, dans ces termes-là. Voilà, je voulais juste vite fait dresser un tableau de tous les possibles. Et je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais en fait, actuellement, vu où on en est, je crois que tous les moyens sont bons, en fait, tout simplement. Tous les moyens sont bons pour faire face à ce système-là, ce système de l'impunité qu'on a évoqué tout à l'heure, pour se donner des moyens de résister, en fait. Et il y a aussi, pardon, j'ai pas évoqué, mais c'est quand même un des points forts de notre action depuis 2012, c'est qu'en fait, on a pris sur nous de fonctionner avec les familles de victimes, de les accompagner non seulement juridiquement, mais aussi politiquement, psychologiquement. Et ça, c'est un travail de longue haleine, avec une constitution d'un pôle d'avocats. C'est pas quelque chose de gagné non plus, mais on fonctionne quand même avec un certain nombre d'avocats, un collectif d'avocats. On a essayé de constituer un pôle de psychologues militants qui interviennent à titre bénévole. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de pistes. On n'a pas tout réussi. On a essayé, on a ébauché des choses. Il y a des choses qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas. Mais je pense que l'accompagnement des victimes, et là, c'est peut-être un point où moi, je vous invite tous, en fait, il faut absolument que vous, en tant que militants, même si vous n'êtes pas directement concernés par les violences policières, il y a un enjeu à rejoindre les familles dans leur combat, à se mobiliser avec elles pour apporter aussi une dimension plus militante que commémorative aux événements et aux actions organisées par les collectifs de familles. Et ça, c'est crucial. C'est une demande que je transmets pas à titre personnel, mais qui vient des familles, en fait. Il y a un besoin de pas être seul, en fait. Ici, il y a des familles concernées. Il y a la famille de Mohamed Gapsi, Elmi Gapsi à Béziers, c'est pas loin. Voir ce dont la famille a besoin pour qu'on les oublie pas, quoi, par exemple. Voilà, merci. Ouais, je vais reprendre la suite de. Bon, alors, je fais partie de la même bande que Yann. Donc, Désarmons-les, ça fait donc 10 ans que, comme tu l'as dit, que ça existe. Donc, quelques mots sur le génie, c'est pas pour mettre en avant cette démarche-là. On l'a bien parlé aujourd'hui de Index et de Forensic Architecture, de toute cette. Ouais, c'est comme une espèce de vague un peu. Alors, c'est pas non plus un fantasme sur l'outil numérique qui pourrait résoudre tous les trucs, qui pourrait faire comprendre à tous ceux qui n'ont pas compris que c'est scandaleux. Mais c'est vrai que ça fait partie, on l'a bien vu aujourd'hui, je crois que vous avez bien compris qu'il y a un problème dans la vérité judiciaire. Elle n'existe pas. Et nous, personnellement, abolitionnistes, on ne croit pas que ça pourra exister dans le système actuel, que la justice, ce qu'on appelle la justice avec un grand J, puisse, dans les affaires qui nous regardent, puisse éclairer les victimes et les familles de victimes. Ça n'existera pas. Pour nous, on n'y croit pas. En revanche, et c'est pour ça que d'ailleurs l'action de la famille de Souheil Issam est très importante, parce que justement, depuis l'été dernier, depuis le mois d'août, votre slogan, c'est pas vérité et justice, c'est vérité pour Souheil. Vous avez aussi compris que ce sera très difficile de l'avoir, la vérité judiciaire, mais ce qui vous importe, c'est que vous soyez éclairés et que dans votre combat, vous soyez fiers de votre combat. Et donc, cette vérité-là, tu as déjà quasiment tout dit tout à l'heure, les faits qui regardent l'histoire de ton fils, les faits, ils sont là, ils sont établis, ils sont déjà établis depuis même les quelques jours après les événements. Donc, les vérités judiciaires, tu ne l'auras jamais, mais en revanche, ce que tu recherches pour la cohésion de ton esprit, de ton corps et de ta famille, c'est justement que tu puisses toucher ta vérité à toi sur ce qui s'est réellement passé. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir cette démarche. Donc pour l'instant, le génie, c'est une association. Au départ, on voulait créer une SCOP, qui est peut-être très ambitieux, parce que l'idée, c'est pas déjà de créer la structure, mais il faut déjà savoir si on peut mener ces activités donc de contre-enquête de manière viable. Pour l'instant, donc on a travaillé sur une seule affaire, l'affaire de Angelo Garant, donc tué il y a 5 ans
près de Blois, à Sœur. Donc lui, il a été tué par 5 gendarmes du GIGN qui sont venus parce que c'était quelqu'un qui n'a pas regagné la prison. Donc il était sous le coup d'une peine. Il avait une journée de répit. Et donc il est resté caché pendant 6 mois. Ils l'ont retrouvé et ils l'ont abattu. Voilà. Et donc cette histoire-là, elle touche aussi une famille qui, comme toutes les autres, a découvert le mensonge, le déni, tout ce qui s'est abattu sur elle. Et le travail des groupes comme le nôtre, c'est pas de révolutionner tout et de faire comprendre à tout le monde que tout ça c'est dégueulasse. C'est d'arriver à apporter, en lien direct avec les personnes touchées, de leur apporter cette vérité-là, qui ne sera jamais judiciaire, mais qui apporte et qui éclaire et qui forcément leur permet de passer le deuil, quoi. Et tous ceux et toutes celles qui espéraient dans la justice ne feront jamais leur deuil, parce que justement, ils seront toujours face à cette espèce de mur, face au mensonge. Donc, modestement, c'est ce que nous, on essaye de créer. Forcément, ça prend du temps. On fait ça sur notre temps libre. Ça dépend des moyens dont on peut disposer. Tout à l'heure, l'avocat a expliqué qu'une expertise judiciaire était facturée 70 000 € dans le cadre d'une expertise officielle et que certaines contre-enquêtes sont facturées aux médias qui les achètent moins de 20 000, parfois même de 10 000 seulement. Donc le rapport d'argent, forcément, on doit prendre en compte pour savoir si c'est viable. Mais ce qui nous motive à nous, c'est de ne pas jouer le jeu de la justice qui ne sera jamais réparative et qui sera toujours d'un seul côté, mais c'est de proposer, et c'est pour ça qu'on veut travailler avec les victimes en premier, pour retravailler le dossier. Donc, effectivement, il faut avoir accès au dossier d'instruction et d'avoir des moyens techniques qui sont considérables pour reconstituer les scènes de crime, pour faire ça donc dans un environnement en 3D, forcément pour voir un petit peu où sont les objets, comment ça a pu se passer. Et donc pour l'instant, on en est à cette enquête-là. On a communiqué des résultats préliminaires le 30 mars. C'était donc justement pour les 5 ans de la mort d'Angelo. Et là, on travaille en espérant qu'on rendra une enquête définitive avec un film vidéo qui va expliquer un petit peu tout ce qu'on a découvert au courant de l'automne, là, en octobre-novembre. Mais tout ça pour dire aussi que on peut pas être dans une démarche commerciale, on peut pas être dans une démarche, c'est-à-dire on doit, pour l'instant, on choisit les affaires sur lesquelles on va travailler. On peut pas être sollicité par des gens qui viennent nous dire nous aussi on a envie. Malheureusement, on n'a pas une force de frappe suffisante pour pouvoir mettre les gens en liste d'attente. Donc, pour l'instant, on préfère justement travailler sur les affaires dont on pense pouvoir apporter quelque chose d'intéressant. On a envie, je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, on a très envie de travailler sur quelques affaires similaires concernant les grenades. Ça, c'est peut-être un truc qu'on pourra arriver à faire, justement, pour reconstituer des scènes de blessures, des mutilations très graves qui se ressemblent, pour essayer justement de reconstituer les faits et pour démonter, là encore, les mensonges et les versions policières qui se ressemblent énormément, quoi. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur le génie. Peut-être juste préciser qu'une enquête pour nous, c'est entre 6 000 et 10 000 euros. Idéalement 10 000 euros. Là, on a payé 6 000 parce qu'on a une ristourne. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée, une ordre d'idée de ce que ça coûte une contre-enquête en mobilisation. Très rapidement, puisque j'ai déjà eu la parole tout à l'heure, à titre individuel, en tant qu'avocat, évidemment que nous autres avocats, on a des choses à faire pour accompagner les personnes dans leur quête de vérité, dans les enquêtes, dans les procédures pénales. Aussi, on a un vrai rôle à jouer, je pense, à se structurer entre avocats, à travailler ensemble. Yann disait tout à l'heure les pôles d'avocats qu'on peut constituer. On essaye, dans la mesure du possible, de jamais travailler seul sur un dossier, d'être toujours deux pour échanger, pour pouvoir élaborer, pour voir des choses, parce que des fois, à une seule personne, on voit pas tout. À deux, on est beaucoup plus fort. À beaucoup plus, on est encore plus fort. Donc, on a, je pense, tout à gagner à travailler collectivement les dossiers, mettre en commun nos décisions, essayer de faire avancer la jurisprudence ensemble. En tant que syndicat des avocats, on a aussi des choses à faire et le syndicat des avocats a déjà fait des choses. On a parlé plusieurs fois dans la journée du recours qui avait été fait pour faire interdire le LBD. C'est un recours qui avait été porté par le SAF. Effectivement, ça a été rejeté par le Conseil d'État, mais il y a un recours qui est en cours à la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour européenne des droits de l'homme a déjà refusé une première fois de suspendre l'usage du LBD, mais c'était la procédure d'urgence. Le recours qui est pendant, c'est le recours au fond sur l'appréciation. Avec plusieurs avocats, on avait aussi essayé de faire interdire les grenades Glief-4. C'est là que le discours médiatique il est intéressant, c'est parce que Christophe Castaner, en janvier, il dit j'arrête les Glief-4, je les remplace, elles sont trop dangereuses, alors que 6 mois plus tôt, au Conseil d'État, c'était Madame l'Église à ce moment-là, nous dit absolument pas, ces grenades ne sont pas dangereuses, elles ne peuvent tuer personne, nous les gardons, nous les souhaitons. On avait aussi essayé d'utiliser le droit à ce moment-là. Il y a sûrement d'autres choses à imaginer. En tant qu'avocat, on peut représenter des personnes physiques qui se structurent et qui font un recours, elles, collectivement. C'est ce qu'on avait fait au moment des Glief-4. C'était pas un syndicat. C'était plusieurs personnes blessées qui, collectivement, avaient demandé l'interdiction des grenades Glief-4 en disant, voilà, nous, on a été mutilés, on souhaite pouvoir continuer à exercer notre droit de manifester et on pense qu'on ne peut plus l'utiliser correctement maintenant parce que on a peur de mourir en manifestation. C'était ça notre argumentaire. Là, c'était plusieurs avocats, plusieurs personnes blessées collectivement. Et après aussi, on peut utiliser les structures, les associations, les syndicats pour faire des recours contre les lois, contre les dispositions, contre les décrets. Ça, c'est des choses qu'on peut imaginer ensemble. Voilà pour le SAF aujourd'hui. Je ne vais pas revenir, moi, sur ce que j'ai parlé, sur les nécessités de coordination, de collaboration. Je voudrais juste revenir sur un point que j'avais évoqué il y a un certain temps à un autre colloque, sur le mur de la honte. Parce qu'en fait, on remarque quand même que souvent, c'est les mêmes experts qui reviennent à la barre, qui redisent les mêmes conneries, et en fait, ils ne sont jamais montrés du doigt. Et donc, il faudra qu'à un moment, on arrive à collectivement retrouver leur nom, faire un site et dire... Voilà ce qu'il a dit à ce moment-là et voilà que c'est une connerie parce qu'en fait ils sont payés par le ministère de la Justice pour faire ces expertises, mais ils ont aussi d'autres mandats et il faut leur faire mal ou ça peut leur faire mal, donc c'est leur portefeuille. Si on voit que c'est des mauvais experts, ça va leur faire mal vis-à-vis de la famille aussi, parce que quand il y a le nom d'un expert qui est sur un mur qui dit que c'est un menteur, qui bafoue tout, je pense que ça lui fera changer sa façon de faire la prochaine fois. Sur les procureurs aussi, parce qu'en fait, à Marseille, l'affaire de Zeynep, c'était le procureur Rib, qui était dans la rue à côté du policier qui a tiré la grenade et qui l'a dit 6 mois après. C'est le même qui a instruit le dossier de mon fils. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, j'ai été contacté il n'y a pas longtemps par un journaliste japonais qui explique par exemple qu'au Japon, depuis 1945, il y a eu 3 tirs de policiers pour des refus d'obtempérer, ce genre de choses. 3 depuis 1945. Un policier japonais, il préfère mourir que de tirer sur quelqu'un. C'est culturel. Au Japon, il y a la peine de mort. En France aussi. En fait, pas officiellement, mais elle existe. Le permis de tuer de la 435-1, quand en plus, c'est une peine de mort sans jugement. Et l'exécution en place publique, parce que mon fils, on lui a tiré dessus et on l'a laissé mourir devant tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et cet avocat, du coup, il va sortir un article parce qu'il voulait connaître l'histoire de Souheil. Il a accompagné des gens dans le couloir de la mort aux États-Unis. Et il dit, mais Macron, c'est le premier à donner des leçons. À dire, ah, mais dans tel pays, il y a la peine de mort, vous faites ce genre de violence. Mais je pense qu'il y a aussi un intérêt à communiquer tous ensemble aux médias étrangers pour leur dire voilà ce qui se passe en France. Parce que je pense que ça aura beaucoup plus de poids un journaliste étranger qui fait un article sur la France et ses méthodes vis-à-vis des violences policières qu'en France. Ça viendra plus facilement de l'extérieur que de l'intérieur. Donc voilà. Ce sujet, j'avais la main tout à l'heure, c'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est par l'exemple des lacrymos, je voulais en parler rapidement parce que je suis aussi un peu connu entre guillemets pour ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur les gaz lacrymogènes spécifiquement. Donc c'est une sous-branche. Par exemple, des armes fait un travail génial sur toutes les armes. Il a fait toute une liste de toutes les armes qu'il voulait interdire. Moi, je suis arrivé très récemment sur une de ces armes, un gaz lacrymogène. Et j'ai essayé de mobiliser plusieurs choses. Outre la pression médiatique étrangère, j'ai essayé d'avoir une pression d'experts. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi des experts scientifiques
c'est-à-dire d'avoir la communauté scientifique qui s'intéresse au sujet. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mobiliser des chimistes en leur envoyant un dossier scientifique sur le sujet des gaz lacrymogènes, en leur disant est-ce que vous saviez qu'il y avait ça dedans, est-ce que vous pouvez vous y intéresser, etc. Est-ce que vous pouvez relire ce travail-là? Et donc, en allant faire un peu de pression au niveau du monde scientifique, qui ensuite s'exprime sur le sujet, s'en inquiète et arrive à médiatiser la chose. Et donc, je trouve également que l'approche internationale est essentielle. Si au sein de la France, il n'y a pas de réaction, par exemple, dans le cadre du dossier que j'ai fait d'alerte de santé publique, un député a posé une question au gouvernement et a demandé un moratoire des gaz lacrymogènes. La réponse du gouvernement qui a été faite à l'Assemblée nationale, à ce député, a été de dire que, alors c'est le ministère de l'Intérieur qui a répondu, ça aurait mieux été pour moi le ministère de la Santé qui aurait pu être interpellé, ça aurait été plus intéressant, mais le ministère de l'Intérieur a répondu sans lire le dossier, c'est-à-dire que dans la réponse du gouvernement, je vois qu'ils n'ont même pas lu le sommaire, la table des matières du dossier. Ils disent qu'il n'y a pas des choses alors qu'elles sont dans la table des matières. Donc, à ce niveau-là, on voit qu'on peut arriver à poser des questions, à solliciter, à demander. Et finalement, les démarches type Amnesty, etc., qui enquêtent, quand on va à l'international, quand on va contacter la Cour européenne, le SAF aussi, ce que vous avez fait au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., c'est plus pertinent à mon sens parce qu'on peut mettre une pression extérieure sur la France. Et je pense que cette pression, elle doit être à la fois donc juridique par les traités internationaux qui existent et sur lesquels il faut s'appuyer, à mon sens, et également médiatique, comme tu viens de le dire, et je trouve que c'est très pertinent de faire ça. Je pense qu'on peut arriver à avoir une attention médiatique sur différents sujets de violence policière en contactant des journalistes qui s'intéressent à ces thématiques dans les pays étrangers. On peut repérer les journalistes qui s'intéressent à ces thématiques à l'étranger et les contacter et leur dire regardez ce qui s'est passé en France. J'ai essayé de faire un petit peu ça, j'ai réussi. Le New York Times qui a parlé par exemple du travail sur les gaz lacrymogènes. Bravo. Donc, du coup, moi j'ai apporté une solution que je pense possible. Il y a des organisations syndicales qui ont un peu de sous, qui ont un peu de moyens. Ce qui serait vachement bien, c'est que ces organisations-là se rangent derrière et soutiennent réellement les luttes autonomes. C'est pas parce qu'on est autonome qu'on est des clodos. Et même si on est clodo, on a quand même des revendications et qui valent le coup d'être entendues et mettre les premiers concernés au centre des luttes. Peut-être que on n'a pas le conseil scientifique, ça fonctionne pas parce que t'as pas quelqu'un avec toi qui est malade à cause des gaz lacrymogènes et qui va venir avec toi apporter ce témoignage en disant toi tu apportes l'aspect scientifique et tout, mais peut-être qu'une personne qui est malade et qui a subi dans sa chair, dans son sang, apporterait quelque chose en plus. Je pense. Ah bah ouais, je sais pas si tu as posé la question à tout le monde, mais ça vaut le coup. Je crois que on oublie souvent les sachants, les pensants, oublie souvent les premiers concernés, et je pense que c'est là où le bas blesse. C'est là où la France insoumise va chercher des gars du PS et du PC au lieu d'aller chercher des militants de quartier, des militants de terrain qui connaissent et qui savent. C'est là où le bas blesse. Parce que, en fait, vous parlez à notre place et vous parlez, quand je parle à notre place, que je parle des violences policières, et qu'en fait, vous pouvez pas, messieurs, dames qui parlez à notre place, vous savez pas forcément, vous n'avez pas ce truc-là. Moi, quand j'entends un papa et une maman, je suis attentive. Mais quand j'entends un syndicaliste me parler de ce papa ou de cette maman, je le suis moins. Voilà. Peut-être que c'est une solution, c'est de mettre les premières concernées suffisamment en confiance, travailler cet accompagnement, ce que disait Yann tout à l'heure. Nous, on est le collectif des mutilés pour l'exemple et on est des mutilés, des blessés qui s'occupons de mutilés et de blessés, Donc, par moment, on va pas bien et pour s'occuper et pour accompagner les autres, il faut être bien. Et c'est compliqué des fois de le faire. Alors heureusement, on a des collectifs comme des Armonts, comme l'Assemblée des blessés. On a créé le réseau d'entraide vérité et justice, qui est, j'espère, vecteur En tout cas, il est vecteur d'espoir parce que on est des victimes, on est des familles de
de centres pénitentiaires, voilà quoi, de prisons, de partout quoi, de toutes ces victimes étatiques en fait. On essaye de se rassembler et aujourd'hui ce serait bien que ces organisations qui ont peut-être un peu plus de moyens, un peu plus de sous, un peu plus de trucs, et soient derrière nous et nous disent venez, on va vous aider, mais on va pas parler à votre place, on va vous aider quoi. Peut-être que ça peut être une solution. Du coup, je rebondis un peu sur toi et sur l'histoire de la com. En fait, je pense qu'on a tous des talents à apporter dans plein de domaines. Et par exemple, moi, je n'ai pas de talent particulier, mais je peux faire des illustrations. Moi, je suis prête à créer des vidéos, des courts-métrages, à des cours avec les moyens que je peux en tout cas, et je m'adresse évidemment au live évidemment, mais je pense qu'il y a des artistes politiques qui sont pas connus, qui sont prêts aussi à aider à relayer les paroles de choses qui sont pas connues. Par exemple, moi j'essaye de dessiner dans les procès parce que ça c'est une violence inouïe dans les procès, donc personne n'est au courant. Et du coup, moi, j'essaye de dessiner, mais j'aimerais bien, relayer cette parole-là. J'aimerais bien faire des courts-métrages sur des gens, sur les mutilés, sur des personnes qui sont allées en prison, sur des familles qui sont désespérées parce que personne n'entend parler de leur histoire. Et ce serait, moi, je suis prête, par exemple, à donner mes contacts de page si jamais vous avez besoin avec le peu de moyens que j'ai, que je puisse essayer de faire ce que je peux pour moi, essayer de relayer de mon côté et que peut-être des gens soient motivés à qu'on fasse ensemble un truc, en tout cas en ce qui concerne comme stickers, affiches, BD, j'en sais rien, film, voilà, du coup, il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres artistes politiques sûrement, mais voilà, je profite que je suis là pour dire, voilà, si mon film vous a intéressé, moi j'aimerais bien en faire d'autres en vrai parce que j'aimerais pas m'arrêter là. Ouais, nous on va continuer, mais tout à l'heure, ce matin, on avait déjà commencé à brosser des débuts de pistes. Du coup, c'est l'occasion de continuer. En essayant de sortir des sentiers battus, parce que les appels à l'unité, moi j'ai l'impression que ça fait 15 ans que j'en entends et que ça se traduira rarement en actes, malheureusement. Et que peut-être plutôt que des incantations, penser des campagnes ou des objectifs concrets à obtenir. Du coup, moi, souvent quand je présente un peu les hypothèses qu'on a, je pars de la dimension la plus intime, la plus personnelle, vers la dimension la plus ambitieuse et la plus forte. Du coup, voilà, il y a quelques pistes. La première piste, on en a parlé, c'est partir bien entendu des blessés. Ça a déjà été dit. Ce qui n'a pas été dit, pas suffisamment en tout cas, c'est que les violences d'État, que ce soit une mutilation ou une mise à mort, fondamentalement, ça isole. Un LBD, ça va frapper un corps, une personne. Une personne qui se fait étouffer ou qui se fait tirer dessus, ça va frapper une famille. Et ensuite, il y a tout un travail de l'État, des médias, etc., pour isoler ces collectifs ou ces individus. Et on se retrouve tout seul. Là, je parle en tant que blessé au LBD, on se retrouve seul. Et c'est vraiment la propriété de cette arme, par exemple, c'est d'en mutiler un pour en terroriser 100. Et donc la première chose, ça a été un peu dit par Yann tout à l'heure et par d'autres, casser l'atomisation. Puisque la propriété est d'atomiser, casser l'atomisation, accompagner. C'est tout l'enjeu des mutilés pour l'exemple, de l'Assemblée des blessés. On n'a pas parlé des échanges de conseils, par exemple, d'ordre presque intime, médical. Quand on perd un œil, on ne sait pas, on tombe dans des soins, des choses bizarres. C'est important de pouvoir se dire, les personnes qui ont été blessées, moi j'ai été blessé en 2007, tout le parcours judiciaire, c'est important de pouvoir s'échanger des expériences. Parce qu'on ne sait pas dans quoi on tombe en fait, à moins d'avoir fait des études de droit. Donc ça c'est la première chose, casser l'atomisation, ça paraît une évidence, mais c'est la première chose. La deuxième dimension, tout ce qui est cop-watching, montrer du doigt, tu l'as un peu dit, ouais, franchement afficher ces gens-là, c'est la base. Et il y a quelques exemples. Alors en France, on déteste le cop-watching. On est un pays non seulement de l'impunité, mais de l'opacité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les keufs, il n'y a jamais leur nom dans la presse. Une personne accusée de délinquance ou même un blessé, on va balancer son nom dans la presse ou une personne tuée. Jamais les flics responsables. C'est quand même étonnant.
Donc voilà, ça, la base, ce serait ça, d'avoir des fichiers de cop-watching. Ils détestent ça, c'est ce qu'ils voulaient interdire au moment de la loi de sécurité globale, là, l'interdiction de filmer les flics et tout. C'est pour ça que les policiers, d'ailleurs, sont tous cagoulés, n'ont pas de RIO, hein, de matricule, etc. Donc vraiment, mettre à jour. Et mettre à jour quand un proc, quand un juge classe sans suite, balancer son nom, balancer sa photo. Voilà, ils sont censés, ils rendent la justice au nom du peuple français. C'est ce qui est écrit sur tous les en-têtes quand vous avez un jugement. Au nom du peuple français. Eh ben, ils ont des comptes à rendre. Et donc, des exemples très concrets. Au Chili, quand il y a eu le soulèvement là, qui a commencé en 2019, l'État chilien a réprimé avec une violence absolue. Les carabineros ont mutilé des centaines de personnes. Il y a eu plusieurs morts dans les premières semaines. Il y a des hackers qui ont craqué toute la base de données de tous les flics du Chili et ils ont fait une map, une carte collaborative directement avec le nom, l'adresse de tous les keufs. Alors, ça a fait un petit peu redescendre la tension. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu une grève générale. Disons que c'est un pays où là-bas, la gauche, quand il y a des émeutes, elle se désolidarise pas, elle appelle à la grève. Donc, du coup, ça aide aussi dans le rapport de force. Tu vois, ils font pas un communiqué pour dire les Black Blocs sont méchants. Au contraire, ils disent on va appeler à la grève générale pour appuyer le mouvement. Mais cette opération de cop-watching géante, elle a eu un petit effet. Même chose au Brésil. Il y a des espèces d'unités d'élite militarisées qui interviennent dans les favelas, et notamment les BOP. Il y a eu des craquages de leur nom, de leur adresse. Au moment de Black Lives Matter aux États-Unis, alors, c'est un pays terrible, hein, mais là-bas, les noms des flics, ils sortent. Leur gueule, elle sort. Il y a leur photo. Black Lives Matter, le Derek Chauvin là, qui a été filmé en train d'étouffer George Floyd, les manifs avaient lieu devant sa maison, autour de sa maison. Voilà, c'est une façon de matérialiser les choses. C'est pas un ennemi invisible, un flic cagoulé qu'on n'a jamais vu nulle part. Et là, avec la lutte aussi pour l'IVG aux États-Unis, les gens ils vont devant les maisons des juges. C'est autre chose. En France, c'est vraiment l'opacité. On se fait constamment défoncer, mais on ne sait jamais trop par qui. C'est important de casser ça parce que leur impunité, elle repose là-dessus. Hein. Donc, cop-watching. Autre piste, l'autodéfense. Ça, on ne l'a pas évoqué. Mais en fait, comment on se sent en sécurité dans une manif, c'est quand il y a des pratiques d'autodéfense. Alors, on a parlé des street medics, ça c'est très important. On n'a pas parlé de tout le reste. Il y a des techniques d'autodéfense qui se développent en France, dans le monde. On voit à Bogota qu'il y a des premières lignes qui protègent les cortèges. On voit des cortèges de tête en France. Ces derniers jours, en Équateur également, hein, des manifestants qui se protègent. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un gros mouvement social en Équateur. Il y a des techniques comme ça pour se défendre qui se développent absolument partout. Ce n'est pas forcément des choses qu'on qualifierait de violentes, entre guillemets. C'est comment on tient la police en respect. À Hong Kong, ils ont pris de la superglue, collé des briques de forme irrégulière sur une 4 voies. Ça a bloqué les blindés de la police de Hong Kong. Voilà, il n'arrivait pas à avancer. Et c'est des trucs tout bêtes comme ça. Aveugler les drones. Alors, à Hong Kong aussi, ils ont, je me permets de le dire, je risque pas de poursuite, puisque à Hong Kong, apparemment, c'était formidable l'insurrection. Voilà. Donc, selon les médias occidentaux. Donc, ils ont mis en travers de la route, entre deux poteaux, une bande de cellophane transparente. Ça, il y a des flics à moto comme la Brave, exactement la même chose. Ça, les flics à moto voient pas forcément du film transparent en travers de la route. Donc ça peut entraver. Voilà, ça se passe à Hong Kong. Hein. Je dis pas qu'il faut faire pareil à Paris avec la Brave, mais ouais, ça se passait. Mais voilà, il y a des techniques qui se développent. Les lasers pour aveugler les policiers qui ont aidé LBD. Voilà, des choses comme ça. En fait, il y a une créativité infinie, du maquillage pour tromper la reconnaissance faciale. Enfin voilà. Il y a énormément de possibilités de résistance dont on s'empare pas suffisamment et il y a une imagination qui se renouvelle en permanence. Quatrième piste, le combat culturel qui est très important. Le combat culturel, c'est se réapproprier les mots. On a parlé des mots neutralisés, belligérants, etc. Comment on se bat? Il faut développer les médias alternatifs. Là, il y en a à Montpellier. Il y a Contre-Attaque qui est basé à Nantes. Il y a Cerveau non disponible. Il y a plein de médias indépendants. Il faut les développer. C'est vital. Il y a plein d'histoires. Quand Castaner a dit que l'hôpital avait été attaqué par des manifestants, c'est grâce aux médias indépendants que tout de suite cette affaire a été cassée. Sinon, c'était la version BFM TV et ça passait crème. Et Steve, le lendemain de l'affaire Steve, enfin, on ne savait pas qu'il y avait une affaire Steve, au lendemain de la fête de la musique à Nantes, Ouest France titre « Soirée houleuse au bord de la Loire », littéralement.
Et s'il n'y avait pas eu Nantes Révoltée qui avait sorti des témoignages dès le lendemain, des vidéos, etc., il n'y aurait jamais eu d'affaire. On aurait dit que c'était quelqu'un de sous qui était tombé dans la Loire. Donc voilà, ces médias ont une importance cruciale. C'est pas pour rien qu'ils veulent les dissoudre et réduire leur audience. Donc le combat culturel, ça passe par soutenir ces médias-là et les développer massivement pour qu'ils soient à même d'avoir autant de poids que les médias dominants. C'est-à-dire que le jour même, il y ait des journalistes indés qui soient capables de contrecarrer la version officielle. C'est aussi, ça a été dit, la création. Tout ce qui est fresque pour Steve, fresque pour Adama, ça embête beaucoup l'État et c'est important, ça matérialise les violences policières. Si à Montpellier, à Nantes, à Paris, il y avait des fresques partout à l'endroit où il y avait eu des violences policières, ou même un tag, ici a eu lieu ceci. Ici, un homme a été étouffé par un plaquage ventral. Voilà. Et à chaque fois que c'est effacé, on revient le remettre. Des choses comme ça, il faut matérialiser ce qui se passe. Ils font en sorte qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup ça aussi. Des chansons, enfin voilà, des choses qui donnent de la force. Toutes les grandes révolutions passent par des chansons. Le Hirak en Algérie, le soulèvement qui a lieu depuis 2 ans, c'est des chants de supporters. Les Gilets jaunes, il y a eu un chant Gilets jaunes. Enfin voilà, repenser le combat culturel à tous ces niveaux-là, c'est vital au lieu d'être dans la tristesse et la défaite générale. Et enfin, j'en finis par la dernière piste qui est la plus ambitieuse du coup, s'en prendre aux infrastructures. On a parlé des armes de la police, on a parlé aussi des formations de policiers, mais moi je m'intéresse aux armes. Il y a des usines. Ces armes, elles apparaissent pas spontanément dans les rues, elles sont pas tirées comme ça. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur les armes de la police, il y a des ingénieurs qui les conçoivent, il y a des usines qui les fabriquent, il y a des ministères qui valident. En France, on a 2 grandes usines qui fabriquent les armes de la police. Il y en a une dans la Sarthe, Alcetex, qui fabrique toutes les grenades explosives, les balles de LBD et maintenant même les nouveaux LBD qui vont bientôt arriver en circulation. C'est dans la Sarthe, c'est entre Rennes, Nantes et Paris. Et la deuxième qui est dans le Finistère, Nobel Sport, j'ai plus les grenades là, Nobel Sport qui fabrique énormément de grenades lacrymogènes. Et ce qu'on a découvert en travaillant avec les différents collectifs qui bossent sur ces sujets-là, c'est que ces usines, non seulement elles produisent pour la police française, mais elles produisent dans le monde entier. C'est-à-dire que les grenades qui sont tirées au Liban ces derniers mois, elles sont fabriquées en Bretagne. Les grenades qui sont tirées en Égypte ou au Maghreb, elles sont faites en France, etc., 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 en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, là, y compris l'armée tire des grenades de maintien de l'ordre françaises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ces usines-là, il faut les bloquer. On peut défiler autant qu'on veut dans les villes, mais tant qu'on ne bloque pas les infrastructures du maintien de l'ordre, on n'arrivera pas à les faire reculer. Donc là, si demain, il y a un mouvement de type gilet jaune qui mobilise énormément de munitions, là, il y a un vrai enjeu stratégique à aller paralyser ces endroits-là, ou à défaut de les paralyser, les mettre en lumière. Ces gens-là gagnent de l'argent sur la souffrance, sur la répression. C'est très facile, il faut, ou même juste faire de la communication et dire, voilà, ça existe, ils sont là. Ça, c'est un vrai axe, sachant que, oui, tout est validé par l'État français. Les formations françaises sont vendues à l'étranger. La police française forme la police colombienne, forme la police afghane, etc. Il y a des détachements. Là aussi, il y a des intérêts financiers. Donc tout ça, c'est vraiment, à mon sens, un axe. Et pourquoi pas mixer plusieurs choses? Une free party autour d'une usine d'armement, un graffiti géant. Enfin voilà, on peut imaginer plein de combinaisons comme ça. C'est faisable. Ah oui, et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on l'a fait. On est allé bloquer l'usine dans le Finistère 1 an après la mort de Rémi Fraisse. Alors on était 300. C'est des usines Céveso. On ne parle pas d'attaquer ce truc-là. Il suffit d'aller autour de la zone Céveso, ça interrompt la production. Voilà, juste ça. Juste ça. Et même s'il y a des flics autour, ça visibilise ce qui se passe derrière ces clôtures. Et pour finir sur les infrastructures, il y a également des grands salons comme Milipol et Eurosatori. Alors Macron était à Eurosatori il y a 2 semaines. Voilà, c'est le grand salon de l'armement militaire. Il y a la version policière, c'est Milipol. C'est la France, hein, Cocorico. Il y a des stands du monde entier qui exposent les nouveaux drones, les nouveaux LBD, les nouveaux capteurs thermiques, etc. Et les dignitaires de tous les régimes du monde viennent faire leurs petites courses. Ça se passe aux portes de Paris. Moi, j'habite pas à Paris. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un événement international autour de ce salon. C'est tous les ans. Nous, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut visibiliser ce truc-là. La personne qui a visibilisé Milipol cette année, c'est qui? C'est Éric Zemmour parce qu'il est allé faire le zozo avec un fusil d'assaut dans Milipol. C'est quand même une catastrophe. Enfin, voilà, c'est jouable ça aussi. Mais il faut y réfléchir. Justement, là, on a des ONG, des syndicats, des militants. Voilà, réfléchissons-y. C'est à la rentrée prochaine, je sais plus, c'est en octobre. Voilà, c'est en octobre. Voilà, ça peut être la prochaine campagne. On peut partir de ce colloque Stop Armes Mutilantes en se disant, bah voilà, l'objectif c'est Milipol, ou alors l'objectif c'est l'usine d'armement.
on peut, voilà, parce que les colloques c'est bien, mais il faut en partir avec des pistes concrètes. Et pour conclure, j'apprends que à Montpellier, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une école de formation, école de guerre de la police. Ben voilà, là c'est peut-être plus local, mais ça c'est un chantier. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on reparte de ça avec juste un bilan de c'est terrible, on est en train de se faire bousiller la tête par la police. C'est pas suffisant. Moi, ça me va pas. Ça fait 10 ans qu'on dit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance une campagne maintenant? Stop armes mutilantes. Encerclons Millipol, voilà, par exemple. Ou encerclons les usines d'armement. Ou au moins, visibilisons les usines d'armement qui ont des locaux. Je crois qu'il y en a à Toulouse. Enfin, voilà, tu pourras compléter. Désolé, j'ai été long, mais voilà, c'est important de repartir avec des pistes. C'est vraiment ça l'éclectisme de l'Assemblée des blessés. C'est-à-dire qu'on vient de partout et en fait, on a des idées qui foisonnent et justement, en fait, chacun a son rôle en fait dans l'Assemblée des blessés et le rôle de certains d'entre nous, en fait, c'est de créer du lien. Et c'est vrai que autour des blessés, on essaie de créer un. Alors, moi, j'appelle ça un infocentre, mais il n'y a rien de défini. Parce que justement, l'Assemblée des blessés, c'est Laurent qui disait ça, c'est un état d'esprit, en fait. C'est pas une association. Il n'y a pas de déclaration en préfecture. Il n'y a pas de compte en banque. Il n'y a absolument rien. Ce qui fait qu'on peut dire, on peut tout dire. On n'en a vraiment rien à cirer. On peut citer les noms, on peut rendre ces lettres des gars, des sales types. Et donc, franchement, on n'en a rien à cirer. Bon. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette parole libre, ou libre aussi pour, comme tout à l'heure je lui disais, pour vous énerver, mais aussi pour faire du lien. Et c'est vrai que c'est important, du lien. On travaille beaucoup, on œuvre beaucoup, parce que j'en ai marre de ce mot travailler. On œuvre beaucoup avec le réseau d'entraide, vérité et justice, avec des familles. En fait, on a fait en sorte vraiment d'assembler, enfin de se faire rencontrer les multiples. Pour l'exemple, et le réseau, c'était à Amiens. La première marche a été à Amiens. Et c'est la première, vraiment la première des actions à faire, c'est justement d'aller vers l'autre. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment. D'ailleurs, dans le réseau, il y a des fois des phrases qui piquent, parce qu'en fait, on ne se connaît pas encore assez. Il y a quand même des mondes qui se côtoient et on apprend à avoir une certaine nuance avec notre épidermie, parce qu'évidemment, quand on est blessé, on est en colère, on est hyper épidermique, on peut exploser d'un moment à l'autre. C'est pas facile à gérer pour beaucoup des blessés, beaucoup de familles. Et justement, cette tentative, quand tu parlais du groupe d'entraide psy, c'est très difficile à monter. Je peux vous dire, ça fait des années qu'on essaie de le faire, et on n'abandonne pas. Hein. Il est en train de se mettre petit à petit. On prend son temps. Et je pense que c'est ça, c'est la temporalité. C'est-à-dire que en fait, il faut du temps. Je crois qu'il faut du temps aussi pour ces combats-là. Et le problème, c'est des fois, on perd nos fondamentaux. Et le fondamentaux, en fait, pour nous, c'est vraiment l'unité, c'est-à-dire de se retrouver, de pouvoir parler de nos différences. À l'Assemblée des blessés, tout au début, on se posait des questions. Tu te rappelles, c'était l'arme est-elle, comment on dit, l'arme est-elle précise ou pas? C'était des questions qu'on se posait, on n'était pas d'accord, en fait, on n'était pas. Et puis, hein, on a trouvé, disons, un terrain d'entente. On n'est pas d'accord sur certains trucs, mais on trouve des terrains d'entente. Et d'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on prend le temps, en fait, justement, de répondre à des questions et de garder dans la notion de temporalité. Et c'est hyper important parce qu'on veut tout et tout de suite aujourd'hui, alors qu'en fait, ça se construit. Et la plupart des choses, en fait, en voulant tout et tout de suite, eh ben, on construit tout simplement des machines à perdre. Parce qu'en fait, on parle de présent agréable, et puis en fait, notre avenir, eh ben, il part en fumée, quoi, en fait, avec les gaz, avec. Et ce qui est important, en fait, c'est justement, c'est aller vers l'autre. Et vers l'autre, c'est celui qu'on connaît pas. Et l'importance, là, on est entre militants. Oui. Mais l'important, en fait, c'est aussi d'aller voir
l'autre, en fait. Celui qui ne se sent pas concerné, celui qui, justement, n'a pas en fait, qui n'a pas les tenants et les aboutissants. Quand on parle de violences policières, il y a très peu de gens qui sont concernés. Enfin, énormément. Il y a un filtre qui est phénoménal, un filtre médiatique, même un filtre culturel. Quand il s'agit des Noirs et des Arabes, bon, bah, ça peut passer, quoi. C'est à la limite, ouais, c'est acceptable. Comme un syndicaliste policier qui disait, ouais, Bamboula, c'est acceptable. Et en fait, d'aller vers l'autre, ça permet, en fait, de voir, en fait, que excuse-moi. Ah, on va enchaîner peut-être sur d'autres trucs. Merci. D'accord, ok. Bon, ok, ben enfin voilà, c'est surtout en fait le fait de rencontrer des personnes en fait qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Merci à toi. Donc oui, on voulait vous présenter au niveau de la campagne Stop Armes Mutilantes. On voulait dire quelques mots et puis voir un peu avec vous ce que vous vouliez faire. Donc j'ai essayé le temps passe, mais je vais essayer de lancer quelques trucs. Donc Bruno Alonso pour le co-animateur avec Diane, avec d'autres qui sont ici de cette campagne Stop Armes Mutilantes. Donc on est tout d'abord dire qu'on est très content et satisfait de voir réunis ces différentes organisations, collectifs, le public qui a pu avoir aujourd'hui ici, qui nous suit sur Internet. Donc on trouve ça très très satisfaisant. On avait quelques doutes au départ et bon, on trouve ça stimulant, quoi. Donc merci à toutes et tous. Donc nous, comme vous avez pu le savoir, mais j'explique un petit peu pour ceux qui nous connaissent moins. Donc on a une campagne qui est spécifique. On est juste là pour demander l'interdiction des armes mutilantes, policières mutilantes, en toutes circonstances. Voilà. C'est ce qu'on avait décidé fin 2019. Quand un petit groupe, on va dire plutôt militant, s'était réuni et on avait débattu un petit peu de ces armes-là, de ce qu'il fallait faire. Et donc, on était parti là-dessus, sur Montpellier, en se disant, on va faire en local et on va voir si ça prend au-delà. Donc, on n'a pas de statut formel, on est un collectif assez informel, bien que des personnes fassent partie de telle ou telle organisation dans ce collectif-là. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à cette campagne ? Il y a plusieurs, on a vu aujourd'hui qu'il y a plusieurs axes possibles de combat, il y a plusieurs questions qui se posent. Enfin, je veux dire, il y en a plein sur ce qui concerne la police, mais au-delà, c'est la justice, etc. Ça on l'a bien vu. Il nous semblait que cette question des armes policières mutilantes est un angle pertinent et qui peut permettre de gagner. Du moins, c'est ce qu'on pensait quand on a lancé ça, et on le pense encore, mais on vous laisse réagir par rapport à ça. Tout d'abord, parce que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les présentations qu'il y a eu, bon, on lit des choses, on a pu voir des choses, mais là, aujourd'hui, tout cet enchaînement qu'il y a eu de témoignages, d'analyses dans différents domaines, on voit bien que c'est... Bon, qu'il y a des dégâts humains qui sont indéniables. Enfin, je veux dire, personne peut contester ces dégâts-là. Donc, il y a un levier pour sensibiliser la population, si tant est qu'on a accès aux médias, etc., bien sûr. Mais il y a un levier, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans ce genre de réunions ou d'informations, c'est vraiment insupportable. Donc, je pense que là, il y a moyen aussi de cette insupportabilité, de la transmettre et de sensibiliser les gens à ce genre de choses. On a vu aussi aujourd'hui que c'est un thème qui est transversal, donc ça touche pas, c'est pas parce qu'on parle d'armes policières mutilantes qu'on touche à un seul truc, mais ça permet de toucher plein de choses, aussi bien à cause des contextes d'emploi, aussi bien à cause de ce que ça induit comme blessures physiques, psychologiques, comme ce que ça induit sur la conception de la police qui veut marquer les corps, enfin tout un tas de choses qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de relativement large, cette question des armes mutilantes, et on pense que c'est aussi quelque chose qui peut permettre de gagner sur une campagne. Ensuite, c'est les trucs très simples, hein, c'est des armes dont on peut se passer, elles n'existaient pas avant, elles sont beaucoup moins utilisées ailleurs, donc on pense que voilà, demander leur interdiction n'est pas une aberration, puisqu'il y en a qui font autrement ou qui ont pu faire autrement. Donc on ne voit pas pourquoi il faudrait maintenant se poser des questions là-dessus. C'est des armes dont on doit se passer aussi, ça a été dit plusieurs fois, pour faire respecter les droits élémentaires de circuler, de manifester, de se rassembler, etc. Et puis pour faire évoluer la société.
Donc voilà, donc là je fais bref, mais c'est ça qui nous a amené à demander, à lancer cette campagne pour l'interdiction de ces armes mutilantes. Et notre idée n'était pas d'être, je dirais, une organisation en plus ou un groupe expert en plus, etc. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est s'appuyer justement sur vous, sur tous ceux qui êtes là, essayer de fédérer les initiatives. Il faut voir comment, sous quelle forme, chacun en fonction de ses spécificités, bien sûr. Donc, on ne cherche pas à avoir un leadership dans cette campagne, on cherche à lancer le truc parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un angle pertinent et qu'on peut gagner en demandant l'interdiction de ces armes. Je dis 2 mots sur notre campagne pour présenter très rapidement. Ça a été lancé fin 2019, donc à Montpellier, avec une tribune qui a été signée très largement par tout un tas d'organisations et collectifs locaux sur Montpellier. Cette tribune a été aussi signée par des individus. Et on a mis tout ça sur le web. On a un site internet, donc stoparmutilante.org, qui rassemble cette tribune et tout ce qu'on a pu faire un petit peu depuis. On a participé donc à tout ce qui nous semblait être aller dans le sens de cette campagne, à savoir des manifestations pour la défense des retraites, quand on avait bien participé à la marche des mutilés qu'il y avait eu à Montpellier, bien sûr. On a participé aussi à tout ce qui était contre la loi sécurité globale, etc., etc. On a participé à des débats, etc. Donc, on a mené la campagne sur Montpellier. Là, on est vraiment, je dirais, à un moment où il faut qu'on arrive à élargir. Et c'est pour ça que depuis, je dirais, quelques mois maintenant, on contacte de façon peut-être un peu plus insistante les autres organisations au niveau national et les autres collectifs pour essayer de faire en sorte que ça prenne, s'il y a intérêt et s'il y a façon, ou en tout cas de voir comment on pourrait faire ensemble. Donc, les propositions qu'on fait, donc bon, je réinsiste, on pense qu'il peut y avoir une campagne nationale large. C'est pour ça qu'on souhaite, indépendamment des positions individuelles de chacun ou des organisations dans lesquelles on peut être chacun au sein de cette campagne, on souhaite que ça soit quelque chose d'assez large. Et c'est pour ça qu'on s'est limité aux armes policières mutilantes, en sachant que c'est quelque chose qu'on peut gagner. Donc, nous, on ne parlera pas de quel doit être le maintien de l'ordre, quel doit être le rôle de la police, quelles sont les relations police-population, etc. Pour nous, ça sort de la campagne qu'on s'est donnée, qui est l'objet seul de notre collectif, si je peux dire. Ça ne nous empêche pas de discuter, bien sûr. Et le colloque aujourd'hui nous allait dans ce sens-là. Hein. Donc, comment faire... Il y a un écho. Comment faire cette campagne? Donc, nous, on souhaiterait, je redis, hein, mais c'est pour laisser la place après à vos réactions, qu'elle puisse être portée collectivement. Et donc, je le dis encore une fois, on n'a pas vocation à avoir le leadership d'une telle campagne. Bon, s'il faut continuer, on continue, bien sûr. Et si on peut aider à fédérer, on le fera. Mais si c'est porté par d'autres organisations et si on peut venir en appui ou faire ensemble, ça nous va très bien aussi. Si cette campagne, bon, si c'est un peu trop tôt ou si ça peut pas le faire parce que chaque organisation, encore une fois, a ses spécificités, on peut faire des initiatives ponctuelles. Et c'est comme le colloque d'aujourd'hui. Bon, c'est un colloque, c'est pas une action, mais je pense que c'est quand même très bien. Enfin, personnellement, on n'a pas fait de discussion entre nous, mais je trouve ça super intéressant quand même ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, peut-être pas refaire la même chose. Il peut y avoir des rassemblements, il peut y avoir rendre visible cette question sous une forme ou sous une autre. De préférence, on laisserait organiser ça à des amis parisiennes ou parisiens, par exemple, pour donner un peu plus d'ampleur aussi, parce que Montpellier, c'est bien, mais je pense que il faut aussi, ou ça peut être une autre ville en France, hein, bien sûr, il faut aussi sortir un petit peu de Montpellier en ce qui nous concerne. Donc voilà, donc s'il y a d'autres types d'apparitions publiques, ce qui était proposé tout à l'heure de rendre visible, alors ça peut être rendre visible ou bloqué, après il faut discuter un peu des modalités, mais tout ce qui est effectivement usine de production de ces armes mutilantes, ou tout un tas de choses, les salons de Millipol, je pense que le prochain ça va être 2023, si j'ai bien compris la périodicité de ces salons, bon pourquoi pas, on peut envisager des choses là-dessus, quoi, à discuter entre nous. Et après il y a autre chose qu'on pourrait envisager, c'est aussi d'avoir du matériel commencé petit, on va dire, le temps qu'on se connaisse, et peut-être avoir du matériel à partager, qu'on peut diffuser aussi chacun dans nos réseaux, chacun à sa façon, et qui permettrait peut-être de sensibiliser sur ces questions-là. Voilà, bon, je m'arrête là, je vous laisse réagir. Oui, je vais compléter aussi pour la campagne. On aura la chance aussi quand même d'accueillir à Montpellier cette fameuse école de guerre. Hein, voilà, super. On va être le terrain de jeu
et d'entraînement de la police nationale. Donc c'est Macron qui nous a annoncé la création d'une école de guerre à Montpellier. Alors c'est pas une école pour les militaires. Et Delafosse est ravi d'y mettre sa patte et nos sous. Donc voilà, Macron a qualifié ça d'école de guerre alors qu'il s'agit d'une école de police nationale. On va d'ailleurs avoir la formation de la police nationale puisqu'il décentralise, et donc on est les heureux, la ville qui va accueillir avec bonheur ces policiers en formation. Donc il y a peut-être quelque chose à faire effectivement là, ne serait-ce que sur la visibilisation, parce que on l'a vu tout à l'heure et avec des victimes, finalement, tant qu'ils n'étaient pas victimes, certains ne connaissaient pas ces armes-là. Donc il y a un enjeu énorme d'éducation, d'information, de visibilisation, de formation à la fois des militants, mais à la fois aussi de la population en général. En fait, il faut faire ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. Il faut rendre visible ce qu'ils veulent rendre invisible. Il faut écouter ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est la parole des blessés. C'est aussi la conforter avec, savoir l'entendre, savoir l'écouter, savoir la valoriser, mais aussi la légitimer avec la parole et les choses des scientifiques qui vont venir corroborer, en fait, qui font que c'est pas du fantasme. Voilà, c'est important. Je vais faire le parallèle avec l'amiante. Les sujets comme l'amiante, on a eu des victoires parce que il y a eu des malades, des batailles de victimes de malades, il y a eu des batailles de médecins, il y a eu des batailles de scientifiques, de juristes, de syndicalistes, de travailleurs, de familles, et il y a eu des victoires. Donc il y a des endroits où on a des victoires, et je pense qu'il faut savoir se servir des méthodes qui ont été utilisées pour les prendre aussi, et pour savoir se parler. Après, on est sur des sujets extrêmement difficiles. Mais jusqu'ici, et Bruno l'a dit, on est des collectifs très différents, des organisations très différentes sur Montpellier, et on a réussi jusqu'ici à continuer d'avancer ensemble et de produire cette journée. Donc on espère que c'est juste une première étape pour continuer d'avancer. Donc alors on espère qu'on se reverra tous très très vite. Enfin, c'est pas les mots de la fin. Donc si quelqu'un veut rajouter, évidemment. Oui, plutôt voilà, s'il y a des commentaires, des réactions par rapport à ce qui a été dit. Moi, je trouve que l'excellente idée du camarade d'aller à Millipol et de bloquer le truc, parce que pour le moment, tous les ans, il y a le MAN qui y va, le mouvement pour une action non violente. Ils sont pas très nombreux et c'est des pacifistes. Nous, on peut peut-être y aller, se donner ce rendez-vous là pour 2023, au moins qu'on ait un point de rendez-vous où on va se retrouver tous. Il y avait quelqu'un d'autre ? Je veux pas être dans le cadre, je veux pas être dans le champ. Oui, bonjour. J'avais juste un questionnement personnel à formuler. J'ai entendu, par exemple, des gens parler de l'atomisation des victimes, le fait qu'on se retrouve seul quand on est victime. Quelqu'un d'autre, toi, parler du fait qu'on monte le mur en parallèle, mais jamais les uns en se donnant la courte échelle. Et aussi entendre parler d'une stratégie, clairement, alors je ne veux pas faire la complotiste, hein, il ne s'agit pas de ça du tout, mais il y a effectivement des méthodes, autant juridiques, autant dans les médias, dans les syndicats de police, enfin tout ça, ça va dans le même sens. Il y a l'épuisement des militants, la fatigue que ça représente de faire tout ça sur notre temps bénévole. Et du coup, la question de la stratégie commune. Comment on fait, de quels organes, de quels collectifs, de quelles organisations on se dote collectivement pour monter une stratégie. Et je parle d'une lutte particulière, je ne parle même pas de convergence des luttes, là, hein, on parle vraiment de la lutte contre les violences policières. Il y a beaucoup de choses qui se font de partout, beaucoup de gens avec plein d'idées. Comment on met ça en commun pour être plus efficace, pour s'épuiser moins, pour être plus fort. Et ça me paraît compliqué à construire, mais crucial à faire. Voilà, c'est une question ouverte. Moi, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, parce que j'avais aussi tiqué sur la question de l'atomisation. Alors, à l'échelle de ce que fait Amnesty, nous, on fait beaucoup de travail de plaidoyer
sur la question des violences policières, et on a un vrai problème de déni en face de nous, puisqu'elles sont pas reconnues. Et le premier signe de ça, c'est l'absence de statistiques fiables sur ces sujets-là. C'est pour ça que forcément, l'atomisation, c'est un problème récurrent qu'on a, parce qu'on est aujourd'hui dans l'incapacité, ou en tout cas c'est très difficile et ça demande énormément de travail, de recenser le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes blessées, les conditions, les utilisations de telles ou telles armes, le nombre de classements sans suite, le nombre de condamnations et pourquoi. Parce qu'en plus tout ça est séparé, il y en a qui vont relever du ministère de l'Intérieur, d'autres du ministère de la Justice, et par ailleurs ces statistiques soit n'existent pas, soit elles ne nous sont pas transmises. Donc voilà, quand on parlait d'atomisation, moi je pensais à la première difficulté qu'on a, c'est que pour contrer le déni ou le manque de volonté politique pour nous répondre sur ces sujets-là, il est difficile d'avoir des faits agrégés. Et c'est vrai qu'on a une multitude de cas qu'on suit, mais il y a aussi un effet d'épuisement parce que chaque cas est très lourd et puis qu'en fait on n'arrive pas à aussi prendre le recul pour avoir cette approche systémique qui permet aussi de montrer que c'est un enjeu. Il y a la responsabilité individuelle évidemment, mais il y a la responsabilité des missions qu'on donne à la police, de la manière dont on les forme, de ce qu'on leur demande de faire et de la manière dont ils sont ou pas tenus responsables. Donc voilà, j'ai pas l'impression il y a quand même beaucoup de gens qu'on connaît déjà ici et on a des remontées, des remontées de terrain, des témoignages, etc. Mais il y a cette difficulté sur la donnée. Il y a eu des travaux très intéressants faits par des journalistes indépendants, faits par des collectifs, mais c'est toujours des agrégats de données et on n'arrive pas à avoir un tableau fiable. Donc je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on trouverait ça extrêmement intéressant. Je voudrais juste rebondir sur l'épuisement des militants, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même se poser la question qu'on ne peut pas tout faire en étant militant bénévole et qu'il va falloir trouver une façon de salarier des gens pour qu'ils soient le lien et qu'ils soient la force qui se donne à 100% sur ces sujets. Sinon, c'est très compliqué en tant que famille, on a tous une profession, une famille, et on n'arrive pas à gérer tout ça. Et tu parlais d'une scope tout à l'heure pour pouvoir passer un cap. Il faudrait peut-être qu'on arrive tous ensemble à passer un cap. Je suis pas spécialiste des structures légales sur les fondations, la façon de notre subvention, mais il y a peut-être un travail avec des gens spécialistes là-dessus pour savoir comment on pourrait créer une structure qui soit capable de collecter des fonds et d'assurer ce noyau central pour les autres. Je pense que sans ça, c'est trop d'émotions, de vie personnelle, de temps, qui font que c'est compliqué. Je peux prendre la parole? Je peux dire, c'est le monsieur d'abord. C'est le monsieur d'abord. Je vais être rapide. Voilà. Alors d'abord, je voulais dire que je suis psychologue et donc c'est possible de contacter des psychologues pour pouvoir. Voilà. Ça, c'était la première chose. Dire, voilà, il y a des psychologues, ils sont là, ils sont aussi des combats, hein, et je fais partie de ceux-là, par exemple. Par ailleurs, moi, ce qui m'a... J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette journée, mais ce qui me semble quand même, c'est qu'on est dans une société où effectivement l'individualisme prime partout. Et donc, même dans les manifestations, moi je le vois, j'ai fait des manifestations très jeunes, je fais des manifestations aujourd'hui, et les comportements sont très individualistes dans les manifestations. Ce qui fait que c'est pas compliqué pour les forces de l'ordre de nous prendre un par un. Et par exemple, je vais vous donner un seul exemple qui m'a frappé, c'est que moi, quand j'en étais jeune, les manifestations se tenaient par les bras, hein, et on faisait bloc et on avançait comme ça. Aujourd'hui, chacun, voilà, dans la rue, vous avez les gens qui sont un par un, et quand ils veulent nasser, par exemple, c'est pas compliqué parce que tout le monde fout le camp et la personne se reste seule entourée, c'est terminé. Alors,
Voilà, donc je voulais dire, il y a ce problème-là, et face à ce problème, je ne sais pas trop comment il faut faire, parce que c'est extrêmement compliqué, mais il me semble une chose, enfin, que je tire de ma propre expérience, c'est que j'ai participé à une partie des manifestations des Gilets jaunes. Et à un moment, j'ai eu extrêmement peur, et depuis, j'ai beaucoup de mal à aller de nouveau manifester dans la rue. Bon. Mais par contre, je trouve, et ils sont là, enfin ils sont là. Il y a leur journal qui se trouve là, c'est Le Point. Ils font des fiches. Quelqu'un a parlé de conseils, enfin c'est le monsieur toujours avec la casquette, que je trouve vos propositions excellentes. Vous avez parlé de conseils, mais je pense que c'est plus que de conseils, on a besoin de directives. Par exemple, Le Point a sorti un mode d'emploi de comment se faire enlever du fichier S. C'est très clair, c'est très pratique, et je trouve qu'on a besoin de choses comme ça. Dans les manifestations où j'ai eu, qui on peut appeler au cas où on est arrêté, comment faire pour pouvoir répondre aux policiers, etc. Ça me rassure. Et ça permet de me dire, bon, ok, il y a des gens qui sont là, qui pensent aussi à notre protection parce qu'on prend des risques, qui nous disent comment faire, et ça aide à aller sur les prochaines manifestations. Et si on permet pas ça aux gens, on n'aura personne dans la rue derrière nous, parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur. Je voulais juste donner un petit exemple. Je prends le train pour Paris, j'arrive à Paris, c'est très court, hein. J'arrive à Paris, il y a un monsieur qui descend, qui est africain. Il y a 4 baqueux qui lui tombent dessus, qui le foutent à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est parti. Et moi, je suis resté, mais je ne savais pas quoi faire. Je suis resté à côté en me disant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, le pire, c'est qu'ensuite, ils se sont relevés, ils l'ont laissé partir. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a dit, non, ils se sont trompés de personne. Donc, ils l'ont laissé repartir comme ça. Juste, bon, voilà, il portera pas plainte. Et moi, je suis reparti. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses on ne sait pas comment se conduire, et on a besoin d'informations à ce niveau-là.